Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière émission de Diasporama, puisque nous vous proposerons, comme chaque année, un best-of des meilleurs moments de l'année, les moments les plus intéressants de nos entretiens. Et croyez-moi, c'est quelquefois difficile d'en sélectionner. Et donc, pour terminer, et à partir d'une contrée lointaine, loin de l'Algérie, bien entendu, tout dépend où on se situe et tout est relatif. Je vous propose aujourd'hui de retrouver Dr Zoher Ferdiwi, à partir de Montréal. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Non, bonjour, je suis encore jour. Bonjour Maya, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Montréal. Docteur Ferdiwi, vous nous intéressez à plus d'un titre, hein. Vous n'êtes pas seulement pédiatre, vous êtes enseignant à l'université de Sherbrooke, vous êtes praticien au cabinet Laval, vous avez plusieurs passions en plus de la pédiatrie. Euh, Vous avez même des passions pour lesquelles vous êtes allé très loin, dans les sommets de l'Everest, du Kilimandjaro. Vous avez une passion pour l'humanitaire à travers le groupe de musique que vous avez créé, les dog shows. Et nous allons donc essayer de faire connaissance avec vous et avec ces passions. Euh, et puis, j'allais presque en oublier une. C'est peut-être votre principale passion, c'est votre amour pour votre pays d'origine, l'Algérie, où vous êtes né, où Mhm. vous avez grandi, et peut-être où tout a commencé, non? À Alger? Absolument. D'ailleurs, j'aime bien l'introduction. C'est bien, ça fait bien. Merci. Difficile de résumer tout ça, hein. Vous avez Ah, plus c'est d'une vrai. corde à votre arc, mais voilà. Il y aura des choses à rectifier, mais c'est un peu ça. Oui, tout a commencé à Alger. Oui, je suis né à Alger. Ça fait pas longtemps, enfin, ça fait quand même 17 ans que je suis au Québec. Et j'ai vécu le plus gros de ma vie en Algérie, auquel je reste très attaché. J'ai la chance et la possibilité d'y aller souvent, au moins 2 fois par année. J'ai jamais coupé, toute ma famille est là-bas. Mes amis. Donc, c'est clair que le lien, il est fort. Oui, oui. Vous avez démarré votre carrière en Algérie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parti tout jeune. Oui, d'abord, je suis encore jeune, on rectifie un peu, Maya. Oui, bien sûr. Oui, oui, ma carrière professionnelle. Moi, j'ai pas mal bougé. J'ai étudié un peu entre l'Algérie et la Tunisie, on en reparlera. Puis, j'ai travaillé en Algérie, puis au Québec et un peu en Tunisie aussi. Voilà, mais ça a commencé surtout en Algérie. Mhm. Alors, avant de partir au Canada, docteur Ferdiwi, je crois savoir, vous étiez déjà quand même bien installé. Alger, un cabinet de pédiatrie. Et Bon. habituellement, enfin, on entend des récits de départ au Canada. En général, je ne veux pas stigmatiser ni schématiser, mais plutôt des personnes qui cherchent une situation meilleure, peut-être un épanouissement, plus d'épanouissement, je ne sais pas. Qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti, vous? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Canada? Hum. C'est une bonne question, on me la pose souvent. On me la pose tout en Algérie ou ici, depuis toujours. Effectivement, on n'est pas, moi et ma famille, ma femme qui est aussi pédiatre, on n'est pas le profil classique des gens qui immigrent, qui quittent pour des raisons économiques ou... Non, on avait effectivement, comme vous l'avez dit, on avait un cabinet qui fonctionnait très bien à Alger, à Hedra, ça fonctionnait très bien, on avait pignon sur rue et tout. Après, la vie, c'est pas que ça, hein, c'est pas que le travail et tout. Donc, comme vous l'avez dit à l'introduction, j'aime bien les voyages, la nature et tout. En plus, vu que ça fonctionnait bien, après, j'aurais pu rester comme tout le monde, garder le cabinet, travailler, faire de l'argent, voyager, rendre service à la société, on aurait été heureux. Mais c'était Anaki, donc j'aime toujours chercher quelque chose de différent. J'ai eu cette possibilité d'aller exercer au Québec et en plus dans une région lointaine parce que j'aime la nature. J'ai essayé et l'idée, c'est quand je suis parti, c'était pas un aller sans retour. Je me suis dit, je me suis arrangé pour, euh, pour, pour y aller avec la possibilité, si ça marche pas, au bout d'un an, 2 ans, de revenir sur mes pas. C'est ça, j'avais un filet de sécurité. Mhm. Et finalement, ça fait 17 ans que j'y suis. Et qu'est-ce qui m'a motivé pour répondre à votre question? C'est la curiosité, l'aventure, la découverte. Il faut pas être prisonnier de ses acquis, moi je pense, parce que le cabinet à Alger, le travail à Alger, la situation, c'est chez nous, on a nos parents, nos familles, nos amis. Ça, même demain, même 17 ans après, je pourrais reprendre dans un an, ça fonctionnerait. Mais je voulais découvrir autre chose. Oui. Alors, qu'avez-vous trouvé au Canada, docteur Ferdibi? Comment vous avez été accueilli? Et autour de vous,
Euh, Comment avez-vous observé l'accueil, peut-être des médecins algériens, de la communauté algérienne? C'est vrai qu'on a Hum. des, on en sait un peu plus fait, de l'immigration vers l'Europe et en France plus précisément. Du Canada, pour le Canada, bon, ben, on a l'impression que tout va bien, que c'est une immigration choisie, que c'est plutôt des cadres ou des, voilà. Donc, et que, enfin, il n'y a pas de problème qui nous arrive de là-bas. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vais parler de moi, mais déjà en général, il faut savoir que l'immigration, c'est une aventure très personnelle. Chacun a son histoire. Donc tout ce que je vais dire me concerne moi. Je ne veux pas généraliser, que ce soit en France ou ailleurs, ou même dans notre propre pays. Je veux dire, chacun a son histoire. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Donc nous concernant, il faut savoir que beaucoup de gens doivent le savoir. Ici, il y a une grosse pénurie en médecins, pénurie de médecins. Et le statut du médecin ici, socialement, c'est un statut particulier par la rareté. Donc dès que j'ai pu passer les étapes, c'était pas facile, les étapes pour pouvoir exercer. C'est pas juste comme ça, on arrive, on travaille. Donc il y avait un examen, un gros examen à passer, et puis surtout un gros stage dans les hôpitaux ici, qui est culturellement totalement différent. J'ai passé 3 mois à ce on appelle l'hôpital Sainte-Justine, qui est très connu ici pour ce c'est le grand centre de la pédiatrie du Québec, voire du Canada. Quand tu arrives pour le stage, même les noms des médicaments changent, tout est différent, les approches sont Oui. différentes, et c'est là qu'on doit s'adapter. Et puis voilà, et l'accueil, après j'ai réussi, et j'ai pu avoir mon permis de travail, et après c'est qui est tout double, on essaye, on voit, et j'ai eu de la chance, on a eu de la chance, on a été très bien accueillis par la société. Mhm. Le système est différent hein, par rapport au système algérien ou tunisien où vous avez étudié, ou même Et au français. système français. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission par rapport parce que j'avais dit que vous étiez professeur, mais vous me dites, mais non, oui, j'enseigne, mais je suis pas professeur. Oui, mais en fait, c'est pas comme en France. Oui, mais en fait, voilà. Donc, c'est intéressant d'expliquer cette hiérarchie, cette classification chez les médecins au Québec. Alors tout Et simplement, qui vous plaît bien, apparemment. oui, oui, bien sûr. Bah, ça fait 17 ans. Tout est différent. D'abord, vous parlez des titres et tout ça n'existe pas. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, j'étais étonné quand je suis arrivé. Il n'y a ni professeur, ni assistant, ni rien du tout. Et c'est parfait. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc, dès que quelqu'un est médecin, il est spécialiste, bah, tout, même qu'il ait 20 ans d'expérience, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est l'expérience. Parce que le Mhm, système, il est centré sur le patient, c'est pas sur le médecin. Donc, on est tous là pour l'intérêt des patients. Ça, c'est une belle phrase, mais tout simplement, c'est la vérité. Mais en parlant de système, le système reste défaillant aussi. On va pas, le niveau de la médecine, il est excellent. Ça, y a rien à dire. On est en Amérique du Nord, mais peut-être vous avez eu des échos, surtout les gens qui vivent ici, ils en souffrent. L'accès aux soins, l'accès aux médecins de première ligne et tout, c'est très, très difficile parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et pour être franc, le système, il peut être amélioré. Mais si on a accès au système, c'est parfait, hein. Si on a un gros problème de santé, on est pris en charge. Mais si on a un petit rhume, on souffre, hein. Une petite fièvre, c'est pas comment à lever. Les gens, ils t'appellent 2 heures après, ils sont au cabinet ou à l'urgence. Ici, ils attendent 12 heures, ils n'ont pas de pédiatre pendant des années. On pourrait en parler ah, des heures. ah oui, d'accord. Donc, C'est compliqué. ouais, c'est compliqué. Oui. C'est quoi la problématique du pédiatre? Enfin, c'est une vaste question, je sais, mais vous qui venez d'Algérie, enfin qui êtes parti d'Algérie, bien sûr, ce sont deux univers complètement différents. Là, je parle de terrain, hein, et vraiment, je m'adresse aux praticiens. Mhm. Euh, la problématique enfin, pédiatrique au Canada, c'est quoi aujourd'hui? Je D'abord, pense qu'il y a tout, il y a les vaccins, il y a les soins, c'est mais ça. OK. Il y a plusieurs aspects dans la question. Donc, comme je viens de le dire, c'est l'accès. Déjà, mm, des fois, c'est juste pour l'anecdote, il y a des amis qui m'appellent d'Alger. Ah oui, j'ai mon cousin qui s'installe. Je vais t'envoyer ses enfants. Lui, il pense me rendre service parce que genre, on manque de patients. Je dis non, il n'y a plus de place. On n'a plus de place. Moi, ça ouais, va. Je crée on des manque de places. Moi, médecins. Ouais. oui, j'essaie d'arranger toujours un peu la communauté. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent que je connais pas, donc j'essaie de leur trouver une place, etc. Mais sinon, c'est pas évident du tout. Par contre, pour parler d'un autre aspect, la pédiatrie est différente parce que les problèmes sont différents. Il y a beaucoup, Mhm, on peut parler de ça rapidement.
Je découvre une autre pays. Enfin, ceci dit, ça c'est en train de devenir pareil, même chez nous, même en Europe. Il y a beaucoup de nouveaux problèmes depuis ces 20, 30 dernières années. La pédiatrie, c'est beaucoup des problèmes de santé mentale. Et notre pratique, elle a totalement changé. C'est plus les fièvres, les infections et tout, c'est beaucoup, enfin, des problèmes plus complexes, de l'anxiété, de l'autisme, des hyperactifs et tout. Bien sûr qu'on fait du Mhm. surdiagnostic ici, beaucoup de surdiagnostic, mais le monde change. Même les problèmes des enfants changent. D'accord, ouais, ouais. On accorde peut-être plus d'importance au côté comportement, au côté psychologique, peut-être plus qu'avant, peut-être plus que dans d'autres pays, non? Oui, non, moi je dirais pas ça. Je dirais les problèmes sont plus importants qu'avant, pour des raisons des Ah, fois qu'on ignore. Et je me renseigne, ceci dit, même chez nous, hein, en Algérie, je reste très en contact avec le monde des enfants et de la pédiatrie. Et j'ai des amis en France, un peu partout. Le monde change avec le fait déjà qu'on se parle avec Zoom, etc. Le monde a changé, les réseaux sociaux, tout ça, les intimidations, la mondialisation hum, avec tout ce qu'elle a de positif et de négatif. Donc le monde a changé rapidement. Je pourrais pas donner les causes de tout ça, mais les jeunes, les problèmes des jeunes sont totalement différents. Ils sont moins à l'extérieur, beaucoup sur un écran. Pour moi, ça joue beaucoup. La hum, socialisation devient plus difficile. La comparaison est importante entre les jeunes. Donc, mhm. donc ça crée, c'est des portes ouvertes pour des problèmes d'anxiété, de stress. Ouais, Ah oui, l'anxiété de performance. Les gens veulent réussir. Chez nous, c'est hum, encore, c'est très développé. Tout ça, je vois des jeunes qui font c'est très dur, je dirais. Je trouve qu'ils en ont trop sur les épaules, les jeunes adolescents et les mhm, enfants. hum. Les problèmes de cyberharcèlement, etc. Oui, je Oui, vois. entre Ouais, autres, ouais. effectivement. Mhm. Alors, vous vous contentez pas de prendre en charge les patients dans votre cabinet, mais en plus, vous leur venez en aide différemment avec vos consoeurs et vos confrères, en alliant, puisque nous avons parlé au début de l'entretien de vos passions, nous avons parlé de la pédiatrie, et il y en a deux qu'on peut combiner en une seule, c'est-à-dire la musique et l'humanitaire, au service de la pédiatrie, bien Hmm. entendu. Alors, parlez-nous un peu des dog shows. Ah ouais, ça, je peux en parler. C'est bien, c'est plus léger que le problème de santé mentale. Je sais que beaucoup de gens aiment bien ce projet. Le Doc Show, c'est quoi? C'est un groupe de médecins, de 14 médecins musiciens. C'est une idée qui a germé, bon, on peut le dire, hein, elle a germé dans ma tête quand j'étais au Saguenay. Ah oui, d'abord, oui, j'ai pas parlé de mon parcours. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai vécu 9 ans dans le Nord, dans une petite ville qui s'appelle Chicoutimi, une ville universitaire, très sympathique. J'ai choisi parce que la nature est très belle et les gens très accueillants. Et ça fait 8 ans que je suis dans la région de Montréal, à Laval plus exactement. Ok. Quand j'étais à Chicoutimi, c'est là que j'ai toujours rêvé de faire un peu de musique. Vous savez, en Algérie, c'est pas évident et je trouve que ça serait bien, c'est quelque chose à améliorer. Il n'y a pas assez d'écoles de musique, de conservatoires et tout. J'avais commencé un petit peu à apprendre la musique à Artissimo à l'école à Alger, d'ailleurs que je salue encore parce que c'est une école très active et c'est extraordinaire ce Oui, qu'ils font. Vous avez c'est vrai. appris un peu le solfège, la flûte à bec, etc. Et je me suis dit, un jour, si j'ai le temps, je vais apprendre la musique. Donc, vers l'âge de 40 ans, je me suis inscrit à l'école au Saguenay, à Chicoutimi, dans la ville où j'étais, pour apprendre le saxophone. Et doucement, doucement, tatati, j'ai travaillé et j'ai développé ça et j'ai atteint un certain niveau. Et puis, à un moment, je me suis dit, à l'hôpital, sûrement, il doit y avoir d'autres médecins. Parce que toujours, on me disait, les gens me disaient, ah oui, quand j'étais jeune, je faisais du piano, je faisais du violon. Et puis, je me suis dit, il y a des talents cachés dans cet hôpital. Pourquoi ne pas essayer de monter Mm, quelque chose? Donc, moi et deux amis, on en a parlé. On a envoyé un email, j'allais dire un courriel à tout l'hôpital. On a eu des réponses. Ça a monté un groupe de médecins, 14 médecins. On a monté un show en 6 mois, un gros spectacle, pas un petit spectacle, un gros spectacle. On a commencé tout de suite, salle de 500 places, comme un rêve, là. Et toute ma vie, moi, j'étais assis sur des sièges en train de regarder les gens. Je me retrouve sur scène. Et l'idée, c'est des spectacles où 100% des recettes en sont remis à des causes. On a commencé par l'hôpital de Chicoutimi, c'était normal. Et puis ça s'est développé, ça a plu, ça a fait le buzz, comme on dit. mm, Et ça fait huit mm. ans qu'on existe. On a fait une vingtaine de shows. Chaque spectacle ramène à peu près, pour parler en euros, une vingtaine de mille pour du caritatif. C'est incroyable. Et on a donné pour les Oui, soins palliatifs, pour l'autisme, pour le cancer. On a fait la première partie de Rock Voisine, par exemple, d'autres artistes que vous connaissez pas.
Donc là, c'est une belle aventure, on est fiers, ça ramène de l'argent pour la société, on s'amuse, on découvre le monde du show business, sans business, show business sans Oui, business. oui, oui. Et les gens sont plutôt généreux. Vous sentez qu'il y a qu'ils sont réceptifs dès que vous communiquez sur l'événement. C'est tout de suite booké. Vous avez du mal à remplir les salles. D'abord, par rapport à la question, est-ce qu'ils sont généreux? Quand je suis arrivé au Québec, contrairement à ici, c'est pas les États-Unis, hein, c'est presque pour les Américains, nous sommes des communistes, hein, tellement l'État il paye tout, tout est gratuit, que ce soit les universités, les autoroutes, le transport scolaire, les écoles. Donc je me suis dit, sûrement l'État a beaucoup d'argent. Ben non, même en parallèle, les gens, il y a énormément de fondations pour justement lever des fonds, pour aider n'importe quelle cause, toutes les maladies, tous les problèmes, toujours en fondation, donc et tout le monde contribue. Donc la société joue un rôle, n'importe qui, chacun à son niveau. Ça c'est une petite parenthèse. Et ça m'a impressionné, vraiment, je m'y attendais pas. Je Mhm, me suis dit, ils se disent l'État, il fournit, donc on n'a pas besoin de faire ça. Donc il y a énormément d'organismes. Nous concernant, nous on joue pour des organismes liés à la santé ou liés à qui aident quelque chose de sociétal comme ça. Oui, et les gens participent, bien sûr, selon les moyens. Oui, 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 bien sûr. Les gens adorent ce projet-là. D'ailleurs, dès qu'il y a un spectacle, on est invité dans les médias. C'est très, très appuyé. Ça commence à être connu, le doc show. Est-ce que vous pensez pouvoir dupliquer cette expérience en Algérie? Pas J'aurais quoi dû de vous le poser faire, cette hein. question aussi, hein. Ben oui, bien sûr, c'est duplicable. Ouais. Bien sûr, j'ai rien créé, moi. C'est une petite Il y a des étincelle qui est médecins sortie de ma musiciens tête. en Algérie. Il Ouais. y a d'excellents musiciens, j'en connais. Il y a de quoi faire. Alors, surtout en Algérie. Surtout en Algérie, parce que on aime tout ce qui est différent, original. J'y ai jamais pensé, parce que souvent on me pose la question ici pour d'autres villes, mais je verrais très bien si quelqu'un veut lancer un doc show, un médecin. Il peut se trouver des amis, monter tous les styles, un peu d'Andalus, ça beat jazz blues, il monte une émission, il fait un peu de publicité, il remplit la salle, et il choisit une cause. C'est vraiment duplicable, hein, partout, Mhm. partout. Ouais. Voilà, l'idée est lancée, hein, docteur Ah oui. Fergini. L'idée est lancée. Je profite, c'est J'espère vrai, qu'il y j'y a ai des jamais médecins. pensé. Ouais, ouais. Exactement. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, un médecin quelconque qui veut savoir la recette, je la donne gratuitement. Je fais du coaching. Je serais fier qu'il y ait un doc show en Algérie. Ouais. Vous serez le parrain. Voilà, faut être le parrain de cette opération. Oui, À pourquoi pas? condition que je vienne jouer un petit peu, genre. Mais oui, bien sûr. Ben oui, mais c'est ça justement. C'est de ça que je parle. Dupliquer, ça veut dire monter une troupe en Algérie avec des Ouais, ça médecins se fait. Ça se fait. et donner des spectacles pour des associations, des causes. Absolument. Voilà, je pense que comme ça, en théorie, ça serait faisable. Voilà, Ça serait tout à tu- fait jouable. Alors, vos passions, docteur Ferduy, alors on parle de médecine, c'est vraiment le fil conducteur, la pédiatrie, les enfants, bien Mhm. entendu, la musique, l'humanitaire, et puis les voyages, hein, les voyages. Vous êtes un de ces Désédiens qui a planté le drapeau Ouais. de l'Algérie au sommet de l'Everest, du Kilimandjaro. Nous vous avions suivi avec vos amis, votre frère, à travers les réseaux sociaux. Alors, comment est venue cette idée? Est-ce que c'est Donc, toujours à but humanitaire ou c'est vraiment pour explorer cette passion? alors, un peu les deux. D'abord, je veux rectifier quelque chose. Oui? Justement, c'est ça que je vais rectifier. Le sommet de l'Everest, non, j'ai jamais fait le sommet de l'Everest parce que souvent, je vois des gens. Moi, j'ai fait le camp de base de l'Everest, qui est déjà Ah énorme en oui, passant. d'accord. Ouais, c'est Je me rappelle vrai. ma, 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 L'Everest, ma, mais pas le sommet. et ma défunte belle-mère, quand elle a dit, et il a fait le sommet de l'Everest, le camp de base a dit, elle a dit, c'est tout. Ah, c'est déjà énorme, hein. Il y a plein de choses qui ne Ouais. réussissent pas, mais c'est pas, on n'est pas dans l'exploit et tout, c'est très personnel. Mais effectivement, sommet du Kilimandjaro, j'ai fait le camp de base du K2. Le K2, c'est le deuxième plus haut sommet au monde. C'est au Pakistan, ça c'est beaucoup plus dur que je l'ai fait avec mon frère Adnan. Je salue, un de vos anciens collègues de la Sainte-Croix, Mm. et d'autres montagnes. Donc ça, c'est ceci étant dit. Oui, c'est une passion, la montagne. J'ai fait beaucoup les montagnes avec plein d'amis peut-être qui vont m'écouter en Kabylie. Je connais bien le Djurdjura pierre par pierre. On faisait ça chaque été avec les amis dans les années 80, début 90. C'était fantastique. Après, c'est resté. Et dès qu'on a eu le temps et les moyens, effectivement, j'ai eu la chance de faire quelques treks de haute montagne dans l'Himalaya, au Népal, donc Kandbal Bepes, un autre Manaslu. Kilimandjaro, c'était une belle aventure en Tanzanie. Et toujours le drapeau, c'est la première chose qu'il y a dans nos sacs. C'est pas juste pour faire bien, mais bah, on est content. On est content.
Et c'est une passion. Mais parlant d'humanitaire, oui, une fois, j'ai allié ça parce que quand on a fait le Kilimandjaro, c'était dans le cadre il y a un organisme ici très populaire qui s'appelle Le Camp, LEUCAN. Le Camp, c'est le leucémie Canada, là, pour le cancer pour les enfants. Et chaque Mhm. année, pour lever de fonds, il y a des gens qui mettent leur tête à prix. Voilà, ils disent, je vais me raser le crâne tel Ah oui, jour. Tout le monde se rase le crâne le même jour, hein, c'est filmé, etc. Et vous me donnez de l'argent, on fait une levée de fonds. Mais on peut faire ça différemment. Et je pense que je l'ai fait différemment. J'ai appelé le camp, j'ai dit, OK, je vais faire mon défi tête, ça s'appelle défi tête rasée. Je vais me raser le oui, crâne, mais je vais le faire au sommet du Kilimandjaro. Le gars, il m'a dit, où ça? Kilimandjaro, là-bas, en Afrique. Et ben voilà, d'ailleurs, je vous enverrai le lien sur YouTube où je suis vers à 6 heures du matin après une, euh, une escalade finale qui est très dure de minuit à 6 heures pour arriver au sommet avec le lever du soleil. Et le gars, il est en train de me raser le crâne. Et le guide tanzanien très sympathique, là, ils discutaient entre eux qui va garder le rasoir électrique. C'était ça la discussion. Moi, j'étais dans l'émotion, les enfants, l'argent pour aider et tout. Et le gars, il dit, eh, tu me le donnes à qui le rasoir pour moi et tout. C'est une petite anecdote. Mais c'était, oui, et ça a pu ramasser de l'argent, effectivement. Et dès que je peux allier l'humanitaire, comme vous avez dit tout à l'heure, on essaie de faire du bien comme on peut, hein. ouais. L'humanitaire, l'aide humanitaire et vos passions. Et Oui. le, et le vélo, alors, Tunis-Alger ou Alger-Tunis, qu'est-ce que c'était toujours un but humanitaire ou juste, Elle juste est, un challenge? Elle est Qu'est-ce qui bien s'est... informée, elle est bien informée, Maya. Eh Effectivement, oui, en on prépare, hein. 2016, ouais, ouais, je vois ça. Moi et mon beau-frère et un ami, on a fait Tunis-Alger en vélo parce que le vélo aussi, c'est une de mes passions. Faut savoir, tout ça, j'ai commencé ça ici, hein, à partir de 2009, donc dans le sens, ici, c'était une société, je vous une petite parenthèse, je parlais tout à l'heure de Hmm. tout ce que leur implication pour le caritatif, etc. Mais une société qui te pousse. On dit, il y a toujours le pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, toujours avant, on disait, c'est fait pour les autres. Nous, on est là, on essaie de faire nos affaires. Mais ici, n'importe qui dit pourquoi pas, il faut essayer, il faut essayer. Et la phrase qui Hmm. revient beaucoup, c'est sky is the limit. Donc, il faut toujours essayer. Et si j'ai gagné quelque chose dans mon aventure canadienne ou québécoise, c'est cet esprit-là. Enfin, si l'autre il le fait, pourquoi je le ferais pas? Et donc, entre autres, j'ai découvert le monde du vélo, et puis pourquoi pas cyclotourisme. Et on avait fait Tunis-Alger, oui. Et effectivement, on l'avait fait pour un organisme, mais vu qu'on était parti en Tunisie, c'était pour un organisme tunisien pour ramasser des fournitures scolaires pour des enfants défavorisés. Ouais, mais toujours on essaie. Ça va avec, hein, ça va avec. Ça va avec. C'était une belle Oui, aventure. oui, On a longé la côte et après, il y a plein de gens qui nous ont suivis. J'arrive à Jijel avec les réseaux sociaux. Il y avait plein de gens qui savaient qui on était. Incroyable avec les réseaux sociaux. Jijel, on a des gens qui klaxonnaient. Et on arrive à la Grande Poste à Alger, plein de monde que je connaissais pas qui nous attendait. Il y a des gens. Et après, il y a plein de gens qui ont fait des voyages en vélo. Je connais quelqu'un, j'ai vu sur les réseaux qui a fait Alger Taman Rasset et tout. Je me dis, le tout, c'est d'inspirer. Tout ça, c'est inspirant. Ça donne des idées. oui. Donc, avec vous, on se demande même si on ne devrait pas effectivement allier ces passions-là, mais toujours avec une idée humanitaire. Pour ceux qui sont sensibles, hein, à certaines Hmm. causes, voilà, vous êtes une personne inspirante, j'ai envie de dire, Merci. pour ceux qui pourraient, qui vous suivent aujourd'hui ou qui nous écoutent, et qui se disent, bon, ben oui, c'est pas mal, c'est une bonne idée à faire. Et je pense que c'est on atteint un des objectifs de Diasporama, c'est de voilà connecter les idées, les passions, les rêves et en faire qu'ils évoluent, hein, qu'ils évoluent quelque part sur la toile, dans le cerveau, Moi, je partout. pense, juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai, tout le monde va se dire comment on a le temps. Il faut créer le temps, c'est une sorte Oui. d'organisation. Je le vois autour de moi. Dans le temps, si on voit juste toutes les heures qu'on passe sur notre téléphone, sur nos écrans et tout, je dirais une petite demi-heure par-ci, par-là, donc pour une activité, pour quelque chose, un entraînement, une préparation, en parler de musique, 30 minutes de musique, un peu de sport par-ci. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Je sais que les gens sont Mhm. débordés. Moi aussi, j'ai une famille, j'ai deux enfants, je travaille beaucoup et tout, mais je pense qu'il faut pas se noyer dans un verre d'eau. Et si je devais encourager les gens, c'est d'essayer de se trouver le temps et on le trouve.
Mhm. Est-ce que vous vous intéressez à la vie communautaire algérienne à Montréal? Il y a une bonne communauté là-bas. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous allez au spectacle, aux rencontres, je ne sais pas, moi, aux rencontres Hmm. littéraires, cinématographiques? Il y a une petite vie culturelle quand même. Est-ce que c'est Oui, quelque chose qui vous intéresse? oui, oui, Oui. oui, ben, c'est sûr que je suis pas, d'abord, vous l'avez dit, je reste très attaché. Et d'abord, pour parler attaché, il faut pas être détaché. Je suis attaché. Donc, pour moi, dans ma tête, l'Algérie est encore là. Pour revenir à la communauté, après, oui, il y a de tout. Puis on choisit ce qui nous intéresse, puisque je suis un peu dans la musique. Il y a un groupe en particulier, l'école Mezrana de musique andalouse. J'ai été à un spectacle là, il y a 2 semaines qui sont des choses extraordinaires. Donc, je suis beaucoup. Et après, je vois ce qui se passe, festival du monde arabe, dès qu'il y a des Algériens qui viennent, je vais voir. Non, non, je reste connecté, bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est assez développé et ça ne fait que se développer. Mhm. Très bien. Alors, dernière partie de notre entretien, docteur Ferdiouи, c'est un petit peu le questionnaire de Proust, où on essaye de connaître un peu vos goûts. On a fait connaissance avec vos passions, vos goûts, par exemple, culinaires. Quel est votre plat préféré? Est-ce que vous cuisinez, par exemple? J'aimerais bien dire oui, mais si ma femme, elle écoute l'émission, elle va vous appeler. Non, c'est vrai, je commence à apprendre un petit peu. Non, j'ai pas trop. Non, je commence. J'ai découvert ça avec la période du Covid. C'est bon que vous me posez cette question. J'aime bien. Je ne le fais pas assez souvent au goût de tout le monde, mais j'aime bien. Mais je suis un gourmand. Moi, j'aime bien manger. Quand je vais en Algérie, je mange tout ce que j'aime. Non, non, j'aime bien manger. Faut pas croire. Hein. Euh, je suis pas Votre plat vegan ni rien du préféré? tout. Votre plat préféré? Ah, un casse-cou de brochette de Argentine. Ah, c'est bon. Oui, Oui, très j'aime bien. bien la viande, j'aime bien la viande. Non, je suis pas compliqué, mais je suis un gourmand. Et Oui. dans mes passions, tu sais, on parlait de l'Algérie, il faut que je place ça. Je suis beaucoup, énormément tout ce qui se passe, tout ce qui est relié avec le football, l'équipe nationale aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est aussi une de mes passions que j'ai transmis à mon fils. Donc, je suis l'équipe d'Algérie où qu'elle aille. Donc, ça fait partie de moi. J'étais au Brésil, j'étais en Égypte pour la finale, j'étais en Côte d'Ivoire et je vais aller au Maroc en espérant qu'on puisse y aller. Donc, ça c'est important. Ça, on Oui. suit ça à fond. Ah bah oui. Bah oui. Très bien. Bonne lecture, docteur Ferdiouи. Voilà. Ça ferait bien de dire que je lis des gros recueils philosophiques et tout. C'est pas le cas du tout. J'ai des lectures récréatives. Je lis beaucoup, mais je lis soit des livres d'histoire romancée, genre Ken Follett, etc., soit beaucoup de polars. Voilà, surtout l'été. Voilà. Très bien. Euh, Mhm. je, Dès que ça se complique et tout. Je lis pour me détendre. Je lis pour me Mm. détendre. Pas pour apprendre, non. Déjà, on apprend avec la vie. Oui, non, non, l'histoire romancée, on apprend énormément. On apprend Oui, énormément. ouais, bien Oui, sûr. oui, Ouais. oui, 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 mais j'ai pas, genre, je prends un sujet, je vais lire sur ça, etc. Non, non, effectivement. Mhm. Pas, j'irai plus pour me détendre que pour apprendre, mais on apprend tout le temps. Mhm. En musique, alors, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Bon, on a vu avec les dog shows, c'est plutôt jazz. On n'a Non, pas défini le. Non, c'est pas c'est vrai, on jazz. n'a pas défini. Non. Non, c'est tous les Ah styles. ouais, C'est vrai, j'ai pas parlé. ouais. Le dog show, c'est beaucoup on essaye de toucher tout le monde. Donc, on choisit des styles, tous les styles et surtout des chansons connues qu'on modifie, Mm, que le mm, public se reconnaisse là-dedans. Ah, je la connais. mhm. Et on fait un peu tous les styles. On a un neurochirurgien qui chante en brésilien Girl from Ipanema. On a un pédiatre qui chante Fly Me to the Moon. Et moi qui chante pas, c'est vrai, il faut que je la place celle-là dans mon diaspora. Moi qui suis jamais chanté pour dire rien n'est impossible. On finit chaque spectacle change, mais la dernière chanson, on finit toujours avec la même chanson parce qu'elle est festive. C'est la chanson de C'est la vie. On va s'aimer de Khaled. Et quand l'ont proposé à 8 ans en 2016, j'ai dit, mais il y a de l'arabe dedans, qui va la chanter? Ils m'ont dit, c'est toi. Je dis, mais moi, je chante pas. Même sous la douche, quand je chante, l'eau s'arrête tellement je chante mal. Eh ben, ça fait 8 ans que je chante C'est la vie, etc. D'accord, ok. Et Ouais. un petit secret, et vu que la plupart des gens comprennent pas les passages blarabia, donc souvent je change les paroles selon l'actualité. Je me fais plaisir à moi-même, ou là je fais des clins d'œil à quelqu'un dans la salle, etc. Donc voilà, je m'amuse et ça lève la foule, ils dansent et quand les gens se lèvent, ils dansent, je me prends pour Freddie Mercury. Ah, c'est formidable. Ouais. Alors, plutôt film ou série?
Les deux, Et quel les deux, genre? Et les quel deux. genre? J'étais plus film, mais maintenant depuis quelques années, avec les Netflix et compagnie, je suis devenu série comme tout le monde. Ah oui, quel genre? Policier, les thrillers, les films d'avocats, de justice, j'aime beaucoup ça. Ce qui est, les films d'action. Ouais, voilà, pour la détente. Pour la détente, Ouais. j'aime de tout. Mm. J'aime de tout. Ouais. Très bien. Et puis la toute dernière question, docteur Ferdiwi. Mhm. La question rituelle de Diasporama, et qui concerne le jour de votre départ, le jour où vous êtes parti, vous avez quitté l'Algérie pour partir à Chicoutimi. Vous devez vous rappeler de ce jour. Mhm. Ouais. Quel, quel souvenir avez-vous peut-être emporté avec vous, euh, qui est cher à votre cœur et à vos yeux? Ça peut être un objet, une image, une odeur, un souvenir de ce départ. Ouais. D'abord, j'ai un souvenir. Je n'oublierai jamais cette journée-là parce que je suis parti avec ma femme, enfant et bagages le lendemain de, c'est le hasard. Il y a des départs déchirants. Moi, j'ai choisi le pire scénario. C'était le lendemain du mariage de mon jeune frère. Et donc, il y avait toute la famille à la maison. Tout le monde, toute la famille de partout. On a de la famille en Tunisie, à Constantine. Il y avait un monde fou. Donc, on fait la fête. Ah, ça s'est passé à la maison. Et le lendemain, il fallait très peu dormir, la fatigue, l'émotion. J'ai même mis des lunettes noires pour cacher mes larmes, etc. Et je devais emmener ma fille qui avait 6 ans. Là, c'était un film, là. Si je vous voyais la scène, tout le monde va pleurer. Plus personne va regarder Diasporama tellement c'était horrible. Et quand on sortait, tout le monde était comme à l'extérieur et il dirait, on dirait que j'étais mort quand on sortait mon corps, sauf que j'étais vivant. Tellement Oh là c'était là, horrible. Là, je dis à la blague, mais tellement c'était un scénario quand j'y pense, donc c'est sûr que je n'oublierai pas. Pour répondre à la ouais. question, non, mais ça va, ça va. Après, tout a été. Objet, c'est drôle, hein. Je suis pas très objet, mais j'ai pris quelque chose avec moi et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Ah oui, on n'a pas eu le temps de parler de beaucoup de choses, mais moi aussi en Algérie, puisqu'on parlait de voyage, j'ai une passion pour le désert. J'ai beaucoup d'amis dans le désert où j'y allais souvent. J'y allais pas juste en tant que touriste. D'ailleurs, je reste très, 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 très connecté. J'ai beaucoup d'amis surtout le sud-ouest, à Beni Abbas en particulier, à Tinou, un peu partout à Janet. En tout cas, j'ai fait beaucoup le désert pendant les années difficiles. Et j'ai pris du sable. J'ai un beau bocal de sable rouge, je l'ai encore, etc. Et je suis content parce que quelques années après, ma fille devait faire un exposé sur l'Algérie, etc. Et elle a pris le sable et tout le monde a touché le sable au Canada, au nord, hein, on connaît que la neige. Ça lui avait donné la meilleure note. Donc voilà, j'ai pris du sable du désert parce que je suis un amoureux de notre Sahara. Formidable, formidable. Eh ben, on va s'arrêter là sur ce beau voyage, hein, sur cette belle perspective vers le sud algérien. Et je vous remercie, docteur Zohair Ferdiwi, d'avoir accepté notre invitation et de nous livrer vos passions et de les livrer aux visio-spectateurs aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de voyages et encore beaucoup de spectacles pour les causes humanitaires et pour la cause des enfants. Et je rappelle à nos visio-spectateurs qui peuvent revoir ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, page Facebook et bien entendu, chaîne YouTube. À très bientôt, docteur Ferdiwi. À très bientôt et merci encore. Merci. Au revoir. Bye.